Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, puis proche d'Emmanuel Macron, puis député des Français d'Amérique et du Canada. Et aujourd'hui, vous publiez Et après, c'est évidemment après la crise, après la Covid-19, 10 commandements pour un nouveau contrat humaniste et durable, publié chez Robert Laffont. Et vous nous dites quoi, en fait, Frédéric Lefebvre? Aujourd'hui, vous dites le monde d'après, comme on dit, ne sera plus jamais celui d'avant? Et chacun d'entre nous, nous avons vécu dans ce moment où le temps était suspendu. D'une certaine manière, notre moatos, c'est-à-dire qu'on s'est tous remis, chaque citoyen, en question sur nos modes de vie, notre organisation de travail, de temps libre, de gestion de la famille. Et il y a, et c'est le risque, une population qui ne se remet jamais en cause sont les politiques. Oui. Et donc, en fait, ce livre que j'ai écrit avec Bernard Chosgros, qui est un homme de médias, mais un multi-entrepreneur, c'est d'abord la volonté d'offrir un certain nombre de réflexions, de politiques, de changements de philosophie que l'on met dans le débat public pour tous les hommes et toutes les femmes politiques. Oui, alors c'est 10 commandements, on va en reparler. Mais au fond, vous dites quoi? Vous dites les hommes politiques se sont plantés? Ah bah, de toute façon... Vous les connaissez, tous ceux qui étaient aux manettes, là, oui. Non, mais alors, moi, je vais vous dire, je pense que c'est assez facile, toujours, de responsabiliser tel ou tel. D'ailleurs, regardez, les Français ne sont pas dupes. Le couple exécutif, entre guillemets, dans les sondages, est plutôt, a plutôt bonne mine. Donc le sujet, il va bien au-delà. Ce que je remets en cause, moi, c'est notre système d'organisation, et en particulier notre système énarchique d'organisation. C'est-à-dire la formation, toute notre technostructure. La plupart des hommes politiques notre technostructure qui se sent absolument irresponsable, non responsable devant les tribunaux, les politiques, les électeurs. Là, il va y avoir peut-être des jugements, il va y avoir... mais ils vont être entendus. Oui, mais regardez, souvenez-vous, le sang contaminé, comme ça a fait du mal à Laurent Fabius à l'époque. Alors qu'en réalité, tout ça sont des décisions d'experts que les politiques signent. Et regardez cette histoire de masque, j'y reviens dans le livre. C'est la même chose. On part d'un moment, j'étais sur les plateaux à défendre Roselyne Bachelot parce que tout le monde lui reprochait de faire des stocks trop importants en prévision d'un virus. On se retrouve... Ça, c'est quand elle était ministre. Quand elle était ministre. On se retrouve à ce moment-là avec un débat public terrible. Elle fait l'objet d'attaques de toutes sortes. Et donc, le système... Je ne parle pas des politiques. Il y a eu Xavier Bertrand, Marisol Touraine, Buzyn, Véran... Le système, la DGS, cette organisation, il y a 10 lignes avec des sigles, tous plus incompréhensibles les uns que les autres, qui dirigent en fait tout notre système de santé. Eh bien, ce système a décidé qu'il fallait qu'on arrête de stocker. Puis ensuite, il a décidé qu'il fallait que l'État ne stocke même plus du tout ce qui était stratégique, qu'il fallait que ce soit les entreprises donc, en fait, ils et sont les collectivités locales. Plus forts que la ministre, en l'occurrence, que Roselyne Bachelot. Et donc, c'est tout le problème de la France. Et dans ce livre, nous défendons un changement complet de modèle. La désintermédiation. On n'en peut plus de ces gens improductifs qui, en fait, emmerdent le monde. Pondent des réglementations. C'est-à-dire précisément, mais vous pensez à qui? Dans tous les sujets, pondent des réglementations. Cette technostructure, on a besoin de fonctionnaires. Moi, je ne remets pas du tout en cause l'importance des fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires, mais justement, ils ne sont plus là où il faut. Ils ne sont plus interrogés dans les territoires, interrogés dans les ambassades, interrogés dans les consulats. Le nombre de services qu'il y avait auparavant, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Les gens qui sont au service du public ne cessent de diminuer. Ceux qui sont là pour contrôler, emmerder le monde, réglementer, sanctionner, ne cessent d'augmenter. Dans les hôpitaux, on avait un directeur d'hôpital. Et puis on avait une cogestion avec le maire, qui était président du conseil d'administration, avec les représentants des médecins. Maintenant, aujourd'hui, on a un directeur, 10 directeurs adjoints, ils font la pluie et le beau temps. Et tout, aujourd'hui, est tourné vers l'organisation de cette caste qui s'auto-protège d'ailleurs. Et vous dites également, Frédéric Lefebvre, vous dites finalement qui oublie l'homme, parce que vous dites dans votre proposition, c'est un contrat humaniste et durable. On pense évidemment à l'environnement, à la planète. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça n'est pas pris en compte aujourd'hui. Mais tout ça, en tout cas, est considéré comme accessoire. Et en particulier, l'humanisme. Et c'est tout ça qui est essentiel, parce que c'est revenu d'une certaine manière. Les politiques n'ont pas eu d'autre choix
Oui. que de gérer de manière humaniste cette crise. Ils l'ont fait plutôt bien. L'homme est revenu au cœur, là, j'allais presque dire grâce à ce virus. Voilà, exactement. L'homme est au cœur du débat. Mais ce que je ne veux pas, c'est comme d'habitude, vous savez, tout le monde a de grandes idées, et puis finalement, tout le monde remet les pas dans les traces qui étaient avant le Covid, et on repart avec les solutions d'avant. Là, par exemple, au lieu de faire de la dette pour réinvestir massivement dans l'économie, nous faisons une proposition très innovante, partant du principe qu'il faut créer, à l'image d'un livret A, par exemple, un système où vous garantissez 2% à des Français qui deviennent actionnaires du redressement, et vous les intéressez si ensuite, là où on a investi les secteurs, remporter des batailles économiques, vous les intéressez avec des rémunérations supplémentaires. Oui. Donc on change de logique. Vous proposez par exemple le revenu universel, bien sûr, qui est étonnant de la part d'un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. C'était plutôt la proposition de Benoît Hamon, ça. Alors, je reviens, et une anecdote. Quelques semaines avant la campagne de Benoît Hamon, on fait un dîner-débat à l'invitation du MoDem dans les Yvelines, Benoît et moi. Benoît est contre le revenu universel, je suis pour. Et au moment où on partage le dessert... Vous l'avez convaincu. Au moment où on partage le dessert, il me dit « c'est pas con ton truc, mais il faut que je le gauchise ». Et c'est tout le problème. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de la proposition de revenu universel de Benoît Hamon, alors? Quasiment. Mais il l'a gauchisé, c'est-à-dire qu'il l'a changé de nature. C'est pas ça. Le revenu universel, c'est pas ce que défendait Benoît Hamon, qui est une couche de social de plus. Le revenu universel, c'est un changement de philosophie. C'est qu'on part du principe que chacun touche la même chose de la vie à la mort, mais auquel, et c'est ça la spécificité par rapport aux allocations que l'on connaît aujourd'hui, auxquelles s'ajoutent les revenus du travail. Alors qu'aujourd'hui, quand vous touchez des allocations, quand vous rebasculez dans le travail, vous cessez de toucher ces allocations. Donc c'est un changement complet, avec en plus un système où vous capitalisez pour que les jeunes à 18 ans aient un capital de 50 000 €, tous les jeunes, quel que soit leur origine sociale. Et comment le financer? Parce qu'évidemment, tout le monde se dit comment le financer. D'abord en désintermédiant, puisque comme il est universel, tout le monde le touche, y compris les gens les plus riches. Sauf qu'eux, ils le reversent en impôts immédiatement, dans la seconde. C'est virtuel, ils ne le touchent pas vraiment. Mais vous supprimez tous ces fonctionnaires qui gèrent le bazar. 30 milliards d'euros de gestion du bazar avec toutes les strates. Et par ailleurs, nous proposons dans le livre quelque chose de très nouveau, qui est un dividende sur la data. Chacun d'entre nous, et on le sait tous, nous sommes aujourd'hui porteurs d'une sorte de carte génétique qu'utilisent les entreprises et qui font de l'argent sur notre dos. Eh bien, ils doivent nous verser un dividende. Et ça permettrait en partie de financer ce revenu universel. Oui, mais vraiment, vous y croyez vraiment? Mais j'y crois. Vous croyez vraiment qu'on va avoir un nouveau contrat humaniste et durable bien sûr après la Covid? Vous croyez vraiment? Et on va changer de monde? Et j'y crois d'autant plus que il y a un certain nombre de clés. Vous voyez, aujourd'hui, il se passe des choses importantes. Le président de la République a eu le courage, moi je défends ça depuis des années, de donner un vrai pouvoir de proposition en matière écologique à des citoyens. Avec un engagement qu'il a pris, c'est que toutes ces propositions qu'il ne maîtrise pas, d'ailleurs on voit il y en a qui vont contre sa propre philosophie, seront soumises soit à référendum, soit au Parlement, soit seront d'application immédiate par texte réglementaire. Eh bien, je crois à la force des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à chacun d'entre nous, et vous l'avez dit, je suis un peu en marge du système aujourd'hui, à chacun d'entre nous de faire entendre notre voix. Et on ne peut pas laisser une crise comme celle-là qui nous a touchés tous de près. Vous savez, moi, je veux d'ailleurs lui rendre hommage. Le rabbin Michael Cohen, qui était mon ami, qui est le rabbin des Français de New York, qui a été emporté dans cette crise, un homme extraordinaire. Eh bien, nous avons tous, chacun d'entre nous, a quelqu'un comme ça dans ses relations proches qui est parti. Eh bien, moi, je ne veux pas que tous ces morts soient partis pour rien. Et c'est notre responsabilité à tous. Et les politiques n'ont pas d'autre choix. Et quand j'entends le président de la République dire on va tracer un nouveau chemin, eh bien, ce nouveau chemin, participons les uns et les autres à le dessiner. Et les Français de l'étranger, que je connais bien, que j'aime, qui portent le drapeau de la France, qui écoutent évidemment TV5 Monde, ont toute leur place dans ce combat à mener. Ils doivent être force de proposition. Ils ont été en plus en observation dans le monde entier. Chacun d'entre eux a pu voir, en s'intéressant à la manière dont ça se passait en France, comment ça se passait là où ils étaient installés. Eh bien, je crois que c'est ça que nous devons faire ensemble, tous ensemble. Merci beaucoup.
Frédéric Merci à Lefebvre. vous. Covid-19 et après 10 commandements pour un nouveau contrat humaniste et durable est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.